On va peut-être pouvoir commencer. Elodie, ça te va? Très bien. Allez, bon, bah, super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Label Haies, un outil économique pour valoriser la gestion des haies, donc organisé dans le cadre du mois de la bio. Je suis Anne-Sophie Fernandez, la coordinatrice de cet événement partenarial. Et nous allons entendre ce matin Élodie Romegou de Promet. Donc sachez que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera diffusée en ligne ensuite. Donc si vous ne souhaitez pas être filmé, merci d'éteindre vos webcams. Alors, pour vous présenter très rapidement le mois de la bio, c'est un événement donc multipartenarial organisé par Bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d'agriculture, donc la chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine ainsi que les chambres d'agriculture départementales et Interbio Nouvelle-Aquitaine. Il a lieu chaque année durant tout le mois de novembre et on organise plusieurs événements donc, autour notamment de l'agriculture biologique avec de nombreuses thématiques, donc des webinaires, des visites de ferme. Il y a également des formations et des journées scolaires qui sont organisées. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler du label E. Et je vais tout de suite laisser la parole à Elodie. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais commencer déjà par me présenter. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce webinaire. Je vais me présenter, faire une présentation de la structure pour laquelle je travaille. Euh, et après, j'aimerais vous faire un petit point sur un petit peu la multifonctionnalité des haies. Donc, quand on entend multifonctionnalité, on va parler des rôles à la fois privés et des rôles d'intérêt généraux que joue celle-ci. Et puis après, on en viendra à l'objet de ce webinaire, une présentation du label haies. Pour moi, c'est important de vous faire déjà une présentation sur la multifonctionnalité pour arriver à comprendre une haie pour qu'elle joue tous ses rôles pour pouvoir rentrer dans le label et à quoi ça ressemble. Voilà. Il y aura un temps du coup prévu pour les questions à la fin de ce webinaire. On a prévu à peu près une demi-heure de temps. Donc, je vais tout de suite commencer par vous présenter l'association. Donc, moi, je suis Élodie Roumégou, je suis technicienne agroforestière pour l'association Promet depuis maintenant 13 ans. Je suis en charge de monter des projets avec des collègues sur le département de la Vienne et je suis référente régionale pour le label E avec le CPE creusois Florentin Imbrard que vous devez peut-être connaître. Pour vous présenter un petit peu la structure, donc nous, on est une association loi 1901. On est basé en Deux-Sèvres, à Montalembert. Euh, on a été créé en 1989 suite à un aménagement foncier d'un canton. Et du coup, des habitants se sont un petit peu inquiétés de voir disparaître leur paysage par l'arrachage des haies. Et donc, ils se sont dit, il faut agir. Et donc, ce petit collectif de personnes a créé Promet. Ça a été quelques petites actions, d'abord sur le département des Deux-Sèvres, puis après sur le département de la Charente. Et puis après, ça s'est un petit peu développé sur tous les départements ex-Poitou-Charentes. Et maintenant, on intervient en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a une antenne avec une collègue euh, en Dordogne et on a une toute jeune antenne qui vient de se créer du coup en Haute-Vienne. Donc, on essaye un petit peu de rayonner partout, mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres structures qui répondent aux mêmes enjeux que les nôtres, que vous pouvez du coup, alors si vous vous posez la question un petit peu en fonction de où vous êtes, vous pouvez vous connecter sur le site de l'Association française Arbres champêtres et agroforesterie. Donc, c'est l'association qui porte la voix au national de toutes les structures de terrain qui travaillent sur l'arbre et la haie. Et vous pourrez voir, voilà, quelle structure agit sur votre territoire. C'est Sophie, s'il te plaît. Donc, nous, on est bien évidemment membre fondateur de cette association française, la FAC, la FAC Agroforesterie. Et donc, on est membre du bureau. Pour vous présenter Promet, donc déjà Promet, nous
on intervient auprès de tous les publics, le grand public, les habitants, les usagers, ça va être les gestionnaires, donc les agriculteurs, les collectivités, et on intervient aussi auprès des élèves, donc les scolaires, les étudiants, pour faire des formations, des sensibilisations. Donc, fonctionne avec quatre objectifs principaux. Donc, on a un premier objectif qui va être le volet sensibilisation. Donc, c'est ce que je vous disais, on va intervenir pour des formations auprès des étudiants, on va intervenir auprès des formations pour des élus, des agents. Aujourd'hui, ce webinaire fait partie aussi de notre rôle de sensibilisation et de communication auprès de l'arbre et de la haie. On tient des stands, on a voilà, un site internet, le Facebook, où on relaye des informations capitales sur ce qui se passe sur l'arbre et la haie. On a un deuxième objectif. Oui, non, tu peux passer ouais, l'autre diapo. Effectivement, voilà, ouais, on communique sur. Donc, c'est la diapo d'avant, s'il te plaît, Anne-Sophie. Voilà, on communique, on a des fiches d'information, on crée des supports de communication qui sont des documents techniques qui vont permettre d'avoir des informations sur la multifonctionnalité des haies, sur la faune auxiliaire. On a réalisé et qui est en train d'être revu là, un guide d'entretien voilà, sur les bonnes pratiques pour entretenir ces haies, quels outils utiliser. Donc voilà, ça fait partie des rôles de l'association. Après, on a un deuxième objectif à promet. Donc, cet objectif-là, c'est l'objectif du coup de plantation. Donc, c'est un gros volet à l'association. Donc, nous, on va encadrer du coup les agriculteurs, les collectivités, même les particuliers qui ont des projets de plantation de haies ou d'agroforesterie intraparcellaire. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'agroforesterie intraparcellaire. Je vais faire juste un petit zoom. Donc, l'agroforesterie intraparcellaire, c'est le fait de mettre des arbres à l'intérieur des parcelles. Donc, des lignes d'arbres où on va associer la culture ou la prairie ou l'élevage au sein de sa parcelle. Donc nous, notre objectif, ça va être voilà, de concevoir des projets de plantation qui sont sur mesure. On fait toujours au cas par cas, en fonction des objectifs, hein. On a des fois des personnes qui nous disent, bah voilà, moi je veux une haie brise-vent. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'apporter des fruits, un plus, une valeur économique à mon exploitation. Donc, on va vraiment faire des projets cousus sur mesure et c'est surtout aussi, on accompagne à la compréhension et l'accompagnement pour répondre à des dispositifs de financement. Donc, en ce moment, vous avez peut-être entendu parler du pacte en faveur de la haie, un dispositif d'État hein, qui est mené par la DRAF. Et donc, nous, on a répondu à cet appel à projet-là et on a accompagné les agriculteurs. Donc, le premier a monté 180 dossiers d'accompagnement aux agriculteurs. Donc voilà, c'est un gros volet. Donc là, pour vous faire un petit bilan, depuis la création de l'association, donc en 1989, on en est à environ 2500 arbres plantés. Je vous ai fait un petit zoom alors, sur la saison 2022-2023 parce qu'on n'a pas encore totalement les chiffres de la nouvelle année, enfin l'année 2023-2004. Donc, on a accompagné environ 430 porteurs de projets. On a installé 220 000 plants, dont 68 000 en végétal local. Donc, j'y reviendrai après pour vous expliquer ce que c'est le végétal local. Ça représente donc un volume de 117 km de haies et on a fait 6 000, pardon, 800 arbres en agroforesterie et fruitiers. Un des autres volets de l'association, donc, ah oui, je vous ai fait un petit zoom plus sur la Vienne, ouais, sur le département pour lequel je travaille. Donc là, vous voyez sur la carte sur votre droite, vous avez en fait des communes qui sont matérialisées avec des couleurs différentes. Plus c'est foncé, c'est là où on intervient. On est beaucoup intervenu avec des projets soit de communes, d'agriculteurs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on intervient quand même. Alors là, c'est juste un zoom sur la Vienne, hein, c'est relativement identique sur les autres départements. On a voilà une présence et une renommée sur à peu près toutes les communes. Donc on a un autre volet du coup de l'association sur les quatre donc, que je vous expliquais, qui est le volet accompagné.
Donc là, ça va être vraiment tout ce qui va être des actions du coup de soit d'inventaire de haies. On est souvent contacté par des communes pour nous dire, bah voilà, on voudrait, dans le cadre d'une révision d'un PLUI ou tout simplement pour arriver à faire mettre des protections un peu plus fortes sur l'arbre et la haie au sein de leur commune, ils veulent d'abord inventorier le potentiel de la commune. Donc là, on fait souvent des inventaires dits participatifs où on inclut la population dedans où on va vraiment inventorier de façon quantitative et qualitative du coup le patrimoine arboré de la commune. Et en vue justement de pouvoir donner des éléments de réflexion à la collectivité pour protéger les. On a eu beaucoup, et c'est le cas de la photo que vous avez en haut à droite, des bourses aux arbres. Alors les bourses aux arbres, c'était lors de gros aménagements fonciers, donc des remembrements, où on a des mouvements de parcelles à faire entre les propriétaires et donc là, l'idée, c'est que la personne du coup qui subit un mouvement de parcelle ne soit pas lésée financièrement sur le patrimoine arboré qu'il va léguer. Donc nous, notre travail, c'était justement de pouvoir quantifier le gisement, de cuber les arbres pour pouvoir en face donner une valeur économique qui soit récupère à l'identique avec un patrimoine arboré identique sur une autre parcelle ou alors en argent. Nous réalisons aussi auprès des agriculteurs des plans de gestion. Donc, on reviendra dessus spécifiquement avec le label et sur les plans de gestion durable des haies, donc les PGDH. Donc nous, on en faisait bien avant du coup le label E, donc les plans de gestion pour les agriculteurs, ça va être du coup toujours pareil, hein, on va identifier le patrimoine arboré au sein de l'exploitation. Donc on va voir toutes les haies hautes, toutes les haies basses, toutes justement les rôles qu'elles jouent par rapport à l'érosion, par rapport au brisement, etc. S'il y a des essences un peu plus nobles, des essences à bois d'œuvre. Et on va du coup lui donner ce document-là qui va répondre à ses problématiques de départ, ses objectifs de départ. Donc voilà un petit peu pour ce volet 3, donc le volet accompagnement. Et donc après, notre dernier volet, c'est donc le volet innover. Donc là, on est vraiment sur de l'innovation, donc être toujours au devant de ce qui se fait par rapport à l'arbre et la haie. Pouvoir proposer du coup le végétal local. Donc je vais pas non plus pas en parler tout de suite, mais pour vous faire une petite intro, le végétal local, pour nous, on est dedans depuis, alors je vais peut-être dire une bêtise je vais me tromper de quelques années, peut-être on y est depuis 2001, je crois, mais et du coup, le végétal local, c'est de se dire que voilà, on va récolter des graines champêtres sur notre territoire. Donc, la France, elle est découpée en plusieurs régions d'origine. Et en fonction de ces régions d'origine, elles vont correspondre à une pédologie ou à une tendance pédoclimatique qui va être particulière. Donc, ce qui fait que si vous êtes dans une région d'origine, vous allez faire un projet avec Promet, on va vous mettre des plants d'arbres champêtres qui sont issus de cette région d'origine. Donc génétiquement, il y a une traçabilité de l'arbre pour pouvoir pousser dans les conditions dans lesquelles ses descendants étaient. On va tester des paillages toujours innovants aussi, hein, pour voir ceux qui sont le plus efficaces pour les projets de plantation. On va tester des gaines qui sont plus écologiques. C'est vrai qu'actuellement, nous, sur beaucoup de projets, vous avez dû voir des gaines du coup en plastique, hein, des gaines de protection des jeunes plants. Donc, ce sont des gaines qui servent pour la protection du gibier, donc le chevreuil, le lièvre. Et donc, on essaye d'avoir des gaines voilà, un peu plus durables. Donc, les gaines carton, les gaines en laine de mouton. Ce sont des tests que l'on réalise actuellement parce qu'on constate qu'effectivement, bon, bah, on a des projets de plantation. Les gaines, elles ne s'enlèvent pas tout de suite, entre 3 et 5 ans pour les plus petites. Et du coup, c'est vrai qu'après, bah, le plastique bah, va se déchirer, va s'envoler. Et du coup, ce sont des choses qui sont pas durables. Donc, on aimerait voilà, être au devant, proposer des choses enfin, bien évidemment qui jouent pleinement leur rôle, hein, mais qui soient aussi durables. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet après cette présentation. Je sais pas, Anne-Sophie,
ne fait pas des questions en fonction des thématiques, on attend la fin? C'est peut-être mieux, mais à part Ouais, si d'accord. il y a une question là tout de suite qui fait D'accord. plus de temps, mais oui, on va atteindre la fin si. Ok. Alors là, donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les différents rôles que joue une haie. Donc, je les ai catégorisés. Donc, vous voyez, vous avez du coup un bandeau avec les enjeux d'intérêt généraux en haut. Donc, ça va être la biodiversité, l'eau, le sol, le paysage, le climat et la santé. Donc, on peut, voilà. Et puis après, vous avez en dessous les enjeux d'intérêt privé, donc l'élevage, la polyculture, la production de bois, la production de fruits. Donc, les fonctions jouées par une haie, elles sont du coup découpées en deux groupes. Euh, et donc, je vais vous présenter, je vais faire des petits zooms un petit peu sur ces différents objectifs. Juste avant de commencer, quand on parle d'intérêt privé, moi j'entends par là les moyens de valoriser la haie par les propriétaires. Donc voilà, on regardera ça après. Alors pour commencer, on va commencer par la partie d'enjeux d'intérêt généraux. Donc avec le premier, donc ça va être justement l'enjeu de biodiversité, donc le refuge d'espèces végétales. Euh, donc la haie est elle-même un réservoir de biodiversité végétale. Euh, il y a de nombreux ligneux qui la composent. Donc les ligneux pour vous, c'est un terme que je vais préciser. Donc les ligneux, ça va être donc où il y a une production de bois. Donc, on va avoir des différents ligneux. On va avoir ceux qui vont avoir, alors je vais vous lister des enjeux. On va avoir ceux qui ont des vertus médicinales. On va avoir ceux qui ont des bois aux propriétés spécifiques et donc qui vont avoir des usages différents. On va avoir par exemple production de bois d'œuvre, production de fourrage, voilà, en fonction du bois enfin de l'arbre que l'on va implanter. Et plus il y a de diversité végétale, plus on va avoir d'adaptation possible. Je donne un exemple qui est assez parlant en ce moment, ça va être la grosse problématique du changement climatique. On va avoir plus il y a de diversité, on va avoir justement une résistance aux agresseurs, aux maladies. On avait vu notamment en ce moment, on entend parler, enfin, on a eu la pyrale du buis, on a la graphiose, vous savez, pour l'orme lutèce. Euh, et on voit qu'il y a une grande population d'ormes champêtres et on a quelques pieds, malgré ça, qui ne sont pas touchés, qui résistent à cette maladie. Donc ça permet aussi de sauver sauver l'espèce. Donc moi, si je peux faire un peu une conclusion à ce petit objet-là sur la biodiversité, c'est vraiment que plus il y a de diversité, enfin la diversité, elle va reposer sur la capacité de résilience. Donc vraiment, si on doit avoir une petite définition de la biodiversité, ça va reposer à la fois sur la diversité d'espèces et de variétés, sur l'abondance de chaque espèce et sur la diversité génétique au sein d'une même espèce. Donc après, on va avoir le refuge du coup d'espèces végétales et animales. La haie, elle va jouer un rôle majeur vraiment dans la sauvegarde de la biodiversité animale. Elle va servir d'habitat, de refuge, de lieu d'alimentation, de lieu de reproduction. Et si on regarde, si on fait un petit zoom juste vraiment sur au niveau de l'alimentation, on va avoir une importante diversité végétale qui va permettre justement d'étaler les périodes de floraison et de fructification. Et on va avoir une diversité de fruits aussi dans la haie. Donc ça, on y reviendra un petit peu après sur la pollinisation notamment. Hop, donc là, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est pour qu'une haie, elle joue pleinement ses rôles, il est important que la haie, elle soit composée de quatre strates. Euh, donc les strates, elles sont sur le schéma que vous avez, vous avez donc bien évidemment la strate herbacée. Nous, c'est ce qu'on préconise souvent aux agriculteurs, alors plus en grande culture, de laisser des bandes enherbées, qui est très importante, notamment pour les carabes. Ça va faire un lien entre la culture et la haie. Et après, on va avoir ce qu'on appelle la strate buissonnante.
Donc, quand on parle de strate, on parle d'étage dans la haie. Donc, la strate buissonnante, ça va être la plus petite, où là, on va retrouver les buissons. Donc là, on est sur à peu près une hauteur allant jusqu'à 4 à 6 mètres à peu près. Donc, pour vous donner l'exemple d'un buisson, on va avoir le hou, on va avoir le cornouiller sanguin. Je ne sais pas si ça vous parle. On a des rameaux assez rouges, un peu comme le sang. Euh, Après, on va avoir la strate arbustive. Là. Donc, on monte d'un étage. Pour vous donner un exemple, on a l'érable champêtre. Donc là, on va aller à peu près jusqu'à 10 mètres à peu près sur cette strate-là. Donc, on a des arbres un peu plus hauts. Le noisetier fait partie de cette strate arbustive. Et après, on a enfin la strate arborée. Donc, comme son nom l'indique, on va retrouver donc tous les arbres. Donc là, ça va être le chêne, on va avoir le merisier des territoires, le châtaignier. Là, c'est tous les arbres au-delà de 10 mètres. Donc ça, c'est important qu'il y ait vraiment ces strates. Ça c'est vraiment ce schéma-là, ça va être un optimum, pardon, en fonction de typologie de haies. Là, elle va vraiment pouvoir servir vraiment de refuge pour la biodiversité. Euh, et on a aussi des espèces qui vont être inféodées en fonction de la strate. Tout à l'heure, je vous parlais de la strate herbacée plutôt inféodée pour les carabes, les petits. Mais on va avoir plutôt à chaque étage des essences qui sont vraiment inféodées. Pour la strate arborée, on va avoir plutôt tout ce qui est les rapaces. Pour la strate arbustive, on va se retrouver avec plutôt les tourterelles, les grives. Et après, pour les buissons, on aura voilà plutôt les passereaux, les rouges-gorges, voilà, pour vous parler un petit peu là des oiseaux, pour faire un petit focus. Tout à l'heure, je vous parlais de la pollinisation. Effectivement, le fait qu'il y ait une diversité végétale dans notre haie, ça va permettre d'avoir des floraisons décalées. Donc, je ne sais pas s'il y a des apiculteurs présents ce matin, mais d'avoir des floraisons décalées, bah, c'est important. On va avoir des sources de pollen et de nectar pour les insectes un petit peu en décalé. Donc là, je vous ai mis une photo de lierre. Effectivement, le lierre, lui, il va être en floraison au moment où il y a plus grand-chose en floraison dans nos haies. Et du coup, c'est très intéressant de le conserver. On verra dans le label haie, le lierre est un critère vraiment à respecter. Hein. Préserver le lierre, c'est important. On va aussi avoir des fructifications décalées, donc ça va donner des baies, donc ça va se donner aussi une source d'alimentation pour les oiseaux un petit peu échelonnée. Et on va avoir aussi des feuillages semi-persistants dans les haies. Alors nous, on parle, enfin moi je travaille uniquement sur la haie champêtre, donc je ne parlerai pas de haies, de résineux, etc. Donc on n'a pas de résineux, donc qui vont avoir un feuillage persistant. Nous, on a vraiment que des essences semi-persistantes. Vous devez tous connaître le charme, qui est semi-persistant et qui va garder ses feuilles accrochées justement à ses branches. Et du coup, ça fait un écran aussi. On a d'autres essences comme celle-ci. On a le hou aussi qui peut être intéressant. Enfin, voilà, c'est important d'avoir des feuillages semi-persistants aussi pour avoir toujours cette question de refuge de biodiversité. Et après, je vous ai mis des photos donc de bois morts, d'arbres creux. Ça, c'est aussi un nécessaire de les conserver. Ils vont accueillir une flore spécifique. On va avoir des oiseaux, on va avoir des insectes du coup des composeurs de bois. Ça va être vraiment important. C'est vraiment des refuges aussi pour la biodiversité. Donc pour la diapo après, je vous ai fait justement un petit schéma, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais je vous ai fait voilà des schémas à l'échelle d'un territoire, l'impact que ça peut avoir justement le fait d'avoir un réseau dense de haies. Donc on voit bien la corrélation, c'est ce que je voulais vous montrer, entre la diversité végétale et la diversité animale en fonction de notre potentiel arboré sur un territoire. Donc sur l'image 1, on voit qu'il y a une présence il y a présence d'une diversité animale et aussi végétale. On voit qu'il y a des espèces du coup de résineux, il y a des espèces de feuillus. On voit qu'il y a des motifs donc avec des hauts, des basses. On a des arbres isolés, des bosquets. On a vraiment un petit peu un panel représentatif de tout le patrimoine arboré qu'on peut avoir. Bien évidemment, on parle aussi de la trame verte. Hein, vous avez entendu la trame verte et la trame bleue. On voit qu'il y a un réseau aussi de trames bleues intéressant.
Et plus on va justement aller vers les schémas de l'image 2 et l'image 3, on voit qu'il y a un déclin progressif sur la biodiversité végétale. Et donc, par conséquent, ça va impacter la biodiversité animale. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment en corrélation, hein. Le fait d'avoir une diversité végétale et animale, ça va être lié à notre patrimoine arboré aussi. Voilà, bon, bah ça, je vais passer assez rapidement parce que je vous en ai parlé juste avant. Mais voilà, les mots-clés vraiment sur cette photo, c'était plus la trame verte et la trame bleue. Veiller à ce qu'il y ait des continuités écologiques. Tout à l'heure, je vous parlais du carabe. Le carabe, lui, il peut pas faire il peut pas faire plus de 150 mètres à découvert. Sinon, bien évidemment, il est soumis aux prédateurs. Donc, plus on a, et c'est notamment l'intérêt, tout à l'heure je vous parlais de l'agroforesterie intraparcellaire, c'est intéressant parce que justement, on va mettre des lignes qui vont être espacées. Alors, c'est assez variable en fonction des projets. On peut avoir des lignes espacées, par exemple, de 32 mètres. Et donc, ça va permettre justement à notre petit carabe de parcourir l'intégralité de la parcelle. Si je me retrouve juste avec une petite haie et puis une étendue, une parcelle qui fait peut-être 10 hectares, bah, notre carabe, il va pas aller bien loin et il sera soumis vite aux prédateurs. Voilà, ça c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais pour que vous compreniez. Voilà, c'est très intéressant et notamment les financeurs aussi s'intéressent, enfin, demandent beaucoup ça. C'est voilà, vraiment qu'on ait une connexion et une continuité dans les corridors écologiques. Donc là, maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé déjà deux fois de la marque végétale locale. Donc, nous, on est référent régional aussi sur le végétal local. Euh, pour vous résumer un petit peu ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais partir justement d'un constat. Chaque individu est adapté aux conditions du milieu dans lequel il vit. C'est valable pour nous aussi, hein. Ça va être surtout une adaptation pédoclimatique. Ces adaptations, elles vont bien évidemment s'affiner de génération en génération. Et ceci, ça va être pour répondre au mieux aux conditions pédoclimatiques. Donc, on va avoir, j'entends par ça, je vais vous donner un exemple, ça va être les gelées précoces, les gelées tardives, ça va être les sécheresses estivales pour lesquelles on est de plus en plus touché. On va avoir des carences en éléments nutritifs. Tout ça, c'est vraiment en fait des adaptations que le végétal, nous, on va créer au fur et à mesure des générations. Nous, à l'heure actuelle, enfin, pas à l'heure actuelle, avant que le végétal existe, la traçabilité des plants qu'on fournissait dans les projets de plantation, elle était majoritairement inconnue. Il y avait seulement les espèces de boisements, je ne sais pas si vous connaissez le terme, les MFR, qui étaient tracées. 24 espèces à peu près de feuillus, donc c'était essentiellement pour la forêt, voilà, pour les gestionnaires de forêt où c'était intéressant d'utiliser des MFR et où il y avait une traçabilité. Donc, quand il n'y avait pas ce végétal local, on n'avait pas de traçabilité sur toutes les espèces arbustives et buissonnantes. Euh, et on se rendait compte, donc après enquête, que certaines essences qu'on mettait dans nos projets de plantation, elles pouvaient provenir du Portugal ou bien des pays de l'Est. Et du coup, il n'y avait pas du tout le même patrimoine génétique que nous, on a actuellement chez nous. Donc, l'objectif de la marque végétale locale, c'était vraiment d'assurer une traçabilité des plants pour les plantations. Ça permettait donc d'avoir une préservation de la diversité génétique. Donc, quand on préserve la capacité d'adaptation génétique, on préserve les capacités d'adaptation au changement climatique aussi. On a aussi une meilleure résistance des végétaux aux ravageurs locaux, forcément. Ils ont une adaptation aussi, un ancrage sur le territoire, donc ils vont avoir une force d'adaptation plus grande. Et on va avoir une cohérence avec les écosystèmes, avec des dates de florisson qui sont adaptées au rythme des pollinisateurs. Parce que si vous prenez une naissance qui a une identité génétique qui vient des pays de l'Est, elle va être complètement décalée
Nous, on avait fait l'expérimentation à premier il y a quelques années de justement mettre des essences champêtres, mais de provenance différente. Et on se rendait compte qu'en fait, on avait des floraisons décalées. Donc, par rapport à justement nos pollinisateurs, ça posait problème parce que quand ils avaient besoin de nourriture, effectivement, la plante n'était pas là. La floraison n'était pas là. Donc voilà, c'est la marque végétale locale, c'est vraiment ce combo-là, c'est cette idée-là. Donc là, si vous avez la carte avec les découpages en fonction de où vous êtes, donc la France a été découpée. Alors ça correspond pas du tout à des frontières géographiques, hein. C'est plutôt, comme je vous disais, des tendances pédoclimatiques. Et donc, bon, je rentrerai pas dans le détail, mais vous pouvez la voir sur le site du végétal local en fonction de où vous êtes et de votre couleur. Vous correspondez à une région d'origine différente. Donc, si vous avez un projet de plantation à faire, c'est vrai c'est bien de vous renseigner sur ça pour vous dire, moi, je suis dans telle région d'origine, donc du coup, je voudrais auprès de mon pépiniériste une demande particulière avec une provenance de mon territoire. Donc nous, par rapport à ça, on a des filières de collecte, de nettoyage pour extraire la graine. On travaille en partenariat avec des pépiniéristes pour tout ce qui va être le stockage, la mise en culture. Parce que nous, on est une association, on n'est pas équipé pour tout ce qui va être la stratification des graines. Donc la stratification, pour vous expliquer, ça va être justement donner les meilleures conditions pour que le plant, enfin que la graine puisse germer. Dans les conditions naturelles, on se rend compte, je vais faire un petit zoom sur l'aubépine. L'aubépine, c'est une essence qui, du coup, pour pouvoir germer, a besoin de se faire attaquer par les sucs gastriques des oiseaux. Donc, il faut qu'elle soit soumise à des contraintes particulières pour germer. Donc, l'idée, en fait, de la stratification, c'est de se rapprocher le plus possible, du coup, de ce qui se passe dans la nature pour pouvoir avoir le plus de levée possible sur nos plants. Donc nous, on travaille avec des bénévoles, des administrateurs pour justement récolter des graines sur des sites du coup de collecte. On identifie ces secteurs-là. On demande des autorisations de récolte, hein, bien évidemment. Et donc après, nous, ces plants-là, ils vont nous servir justement pour nos propres besoins en plants, pour nos projets de plantation, pour les projets qu'on accompagne, et aussi pour les pépiniéristes qui vont pouvoir revendre les plants à d'autres structures. Donc voilà, ça a un impact à plusieurs échelles. Donc on va passer à un nouvel objectif du coup pour la haie qui va être du coup un objectif sur l'eau et les sols. Donc, en présence d'arbres, la pluie, elle va tomber sur enfin, pour vous schématiser un petit peu, la pluie, elle tombe sur le feuillage et les branches, et elle va mettre plus de temps pour atteindre le sol et donc les cours d'eau. Il y a plus d'obstacles au sol, donc plus de lenteur de diffusion jusque justement aux cours d'eau ou aux océans. Ça va être expliqué par le fait que les arbres, avec leurs racines, donc les arbres, les haies, ils vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Elle va être stockée dans les nappes phréatiques et elle sera progressivement absorbée par les végétaux. Et les fortes précipitations qu'on a connues et qu'on connaît encore vont être dispersées et régulées. Et on a moins de risques justement d'érosion des sols, moins de risques d'inondation. Donc, on se rend compte qu'effectivement, sur un sol nu, dépourvu d'arbres et de haies, on va avoir cette infiltration qui ne va pas se faire de façon progressive. Et du coup, on va avoir voilà, un afflux d'eau et des grandes quantités, ce qui fait qu'on va avoir, alors pour les agriculteurs, la cause, ça va être embarquer justement la terre arable, la bonne terre utile au travail des terres. Du coup, l'amener souvent sur les routes, hein. C'est ça les problèmes d'érosion. On peut passer sur la diapo d'après, je crois que je vous ai mis. Non, c'était la diapo encore d'après. Mais c'est pas grave, je vais continuer sur ça. Dire que voilà, on va aussi, enfin, la haie, elle va avoir aussi un autre rôle sur l'amélioration de la qualité des eaux. Elle va capter les nitrates, elle va capter les phosphates agricoles et ça va limiter les fuites du système. Ça va valoriser. Il va y avoir zéro déchet un petit peu. C'est un peu le schéma que je vous ai mis. Et donc après, pour revenir justement à l'érosion sur les terres arables, voilà, c'est ces petites photos un peu marquantes là, que je vous ai mis. Plus l'eau va s'écouler rapidement, plus on va avoir des coulées de boue, et donc on va avoir de l'érosion et de l'appauvrissement des terres agricoles, parce que comme je vous le disais, c'est la terre arable hein, qui part en première, hein. Donc c'est la terre qui va servir à cultiver, et donc forcément ces terres-là. Donc c'est souvent un peu à double
L'agriculteur, il va devoir payer pour enlever la terre qui est arrivée sur la route et il va devoir payer pour justement réenrichir ses parcelles parce qu'il n'aura plus de bonne terre arable. D'où l'intérêt, voilà, d'avoir vraiment un corridor et un maillage, un bon maillage. Et puis après, on va avoir aussi par rapport à ces rôles-là, au niveau des cours d'eau, on va avoir une stabilisation des berges et des talus. Donc, ça va être les arbres au bord des cours d'eau que l'on voit, ils ont un rôle très important. Ça va stabiliser les berges, ça va ralentir le courant pendant les périodes pardon, où l'eau est assez haute. Ça va stocker les éléments fins, comme je vous disais, les limons, les argiles, et ça va absorber les minéraux. Donc après, bon, là, je vais passer quand même assez rapidement. Ça a bien évidemment un rôle sur le paysage, hein, sur la structure paysagère. Elles vont jouer un rôle dans notre cadre de vie. Euh, Elles sont souvent situées hein, autour des lieux d'habitation, sur les lieux pour aller travailler, etc. Ça rend plus agréable les activités de plein air. Je vous cache pas, les randonnées pédestres, équestres, c'est beaucoup mieux de se promener où il y a des arbres plutôt que sur de la plaine notamment quand il fait en plein soleil. On est content de se retrouver à l'ombrage des arbres. Elle permet aussi l'insertion des bâtiments agricoles, c'est souvent des demandes que l'on a, nous. Et aussi enfin, ça peut être aussi les infrastructures de transport, routières, ferroviaires, etc. Et après, elles ont un fort ancrage au niveau de la valeur paysagère. Donc, je vous parle, donc là, vous avez une photo par rapport au marais Poitevin. Du coup, qui est très connu hein, pour ses arbres têtards de frêne au bord du marais. Donc ça, c'est vraiment l'identité du territoire. Quand on parle du marais Poitevin, c'est vrai qu'on cible beaucoup avec cette identité-là. C'est souvent aussi des arbres qui vont permettre de se repérer. Un arbre isolé, un gros chêne, ah ben, rendez-vous, ou les arbres près des mairies. Voilà, ça a un fort impact visuel et une reconnaissance. Par rapport au climat, du coup, on voit que avoir des arbres du coup dans les villes, ça permet d'avoir. Alors, on entend souvent cette notion en ce moment d'îlot de fraîcheur. Bon, je vais pas m'étaler plus que ça, mais effectivement, voilà, plus vous avez des arbres au sein des villes, plus vous allez avoir des températures pardon, ressenties qui vont être plus faibles. On peut passer sur l'autre d'après. Et par rapport donc au climat, enfin le climat par rapport juste au niveau mondial, on se rend compte que l'arbre il va jouer justement un effet donc bah, au niveau du stockage du carbone atmosphérique dans le bois et dans le sol, donc l'humus, et ça va réduire le CO2 qui le CO2 est un gaz à effet de serre. Pour la santé, on se rend compte que au niveau des moissons, notamment le long des grands axes routiers, ça va limiter l'effet brouillard et forcément la dangerosité aussi que ça peut engendrer. Et puis après, par rapport aux produits phytosanitaires, on entend justement dans les financeurs de dire que voilà, c'est autorisé, des plantations sont autorisées pour la protection des personnes sensibles, donc à l'abord des crèches, à l'abord des EHPAD, etc. Où là, et même les viticulteurs souvent sont dans l'obligation d'implanter des haies s'ils sont à proximité d'une crèche, d'un EHPAD, etc., pour justement limiter la dérive des produits phytosanitaires des zones d'habitation. Quand vous êtes en bio, c'est souvent aussi quelque chose que votre certificateur va vous demander. Voilà, de dire si vous êtes à proximité d'une parcelle en conventionnel, ben de mettre une haie, voilà, pour délimiter, séparer les deux parcelles pour que vous ne soyez pas impacté par cette dérive des produits phytosanitaires. Donc, on va passer au niveau maintenant aux enjeux privés. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que ouais. Donc, je vais passer brièvement sur les enjeux privés. Par rapport à l'élevage, donc bien évidemment, hein, par rapport au bien-être animal, au rôle des clôtures, enfin, ça va jouer un rôle de clôture. Vous n'avez pas besoin d'installer des clôtures. Ça va aider justement dans les parcours à volailles. On parle de bien-être animal pour vous donner un petit zoom justement sur les volailles, une volaille, si elle a un parc justement avec
quelque chose de très dépourvu d'arbres et de haies, elle va rester à l'abri près du bâtiment. Ce qui va causer bien évidemment des risques sanitaires aussi, puisqu'il va y avoir une concentration de volailles à un seul endroit. La poule, elle a besoin vraiment d'avoir des éléments qui la protègent pour pouvoir explorer tout son parc. Donc l'arbre est très intéressant pour ça. Ça va être intéressant pour le pâturage tournant dynamique. Donc, ça va être effectivement l'agriculteur qui va déplacer ses animaux de parc à parc pour qu'il y ait une réserve de nourriture, etc., suffisante. Il y a des études hein, qui ont été prouvées du coup pour le rendement par rapport aux bovins. Le rendement des bovins va augmenter de 20% en zone bocagère par rapport en zone ouverte. Ça, c'est une étude qu'avait menée la Bretagne. Et des génisses laitières qui ont accès à de l'ombre ont un gain moyen quotidien qui va être augmenté de 120 grammes. Donc ça, c'est des 220, pardon. Donc ça, c'est des études qui avaient été menées par la Chambre d'agriculture Pays de la Loire en 2017. Donc c'est des chiffres qui montrent que c'est avéré en fait euh, cette protection. Donc, plus il y a une protection des prairies, plus il va y avoir une valorisation de la température. Ça va fournir de l'air plus longtemps. L'herbe va mourir, va griller moins vite avec justement des arbres dans les parcelles. Et il va y avoir, on le disait tout à l'heure, une infiltration du coup plus efficace de l'eau. Du coup, ça va augmenter l'importance sur les parcelles. On va avoir du coup dans l'élevage un intérêt justement de fourrage. Ça, c'est quelque chose qui revient. C'était des pratiques très anciennes qui reviennent un petit peu au goût du jour, justement sur le pouvoir fourrager de certaines essences ligneuses. Donc, il y a une étude qui est menée donc avec l'INRA de Lusignan. Donc, c'est dans le 86 via un projet Oasis que vous pouvez consulter pardon sur Internet, qui justement qui donne l'accès enfin, des bovins aux parcelles du coup en agroforesterie pour pouvoir justement faire un pâturage des arbres en période de sécheresse. Et du coup, ils ont calculé le pouvoir fourrager de chaque essence. Et on a, ouais. Et on a une autre étude justement avec le CIVAM du Haut-Bocage, avec le groupe d'éleveurs Caprin, qui fait justement pâturer les chèvres sur les ligneux à tanin pour justement les déparasiter naturellement. Ça, c'est des choses qu'elle faisait naturellement, mais du coup maintenant qu'on remet un petit peu au goût du jour. Donc l'intérêt au niveau des auxiliaires de culture, ça c'est très important quand on est aussi agriculteur. Les auxiliaires de culture, donc, ce sont des prédateurs ou des parasites de ravageurs. Euh, il va s'agir en fait d'utiliser la biodiversité pour lutter contre ces nuisibles. Donc, le maillage agroforestier, lui, va permettre l'introduction de zones refuges, comme je vous disais tout à l'heure, d'habitat, de lieux de reproduction, d'alimentation pour les auxiliaires de culture, qui en ont davantage besoin que les ravageurs, qui sont souvent inféodés hein, aux zones cultivées. Et dans leur cycle, les auxiliaires, ils ont besoin de zones refuges, donc des fissures sous des écorces, dans des fleurs. Voilà. Et je vous donne un exemple que j'aime bien donner. Par exemple, un couple de mésanges, lui, peut manger 500 chenilles processionnaires par jour. Donc, un couple, ça va consommer 15 000 chenilles par an. Donc, c'est pas négligeable, voilà, par rapport à ce ravageur. Et donc, l'association, je reviens dessus, de la haie et de la bande alarmée, c'est le mieux adapté pour les auxiliaires et la faune. Donc après, on a un effet justement brise-vent. Alors, je vous cache pas, ça c'est des chiffres qui ont été vus, revus. Quand on a une haie à proximité d'une culture, on le voit souvent, hein, on va avoir une perte évidente sur l'emprise, donc ça c'est sûr, et proche de la haie. C'est-à-dire que là, la haie par l'ombrage, les racines, etc., va puiser de l'énergie à l'abord de la culture. Donc là, c'est en rouge, hein, la perte. On voit souvent des cultures de maïs qui vont être assez basses, mais ce gain-là, du coup, enfin cette perte-là, on va, on va la regagner, donc avec le gain, justement, euh, plus loin, où on va avoir une production plus importante, des épis plus gros. Et donc ça, c'est intéressant effectivement d'avoir un système bien réfléchi pour pouvoir justement intégrer les haies au bon endroit sur sa parcelle.
Euh, oui, voilà, je vous ai mis un petit tableau sur justement les augmentations de rendement. Ça, c'est des chiffres hein, suite à des études fiables. On va pas philosopher dessus, on vous le redonnera ces informations, hein. Voilà, ça c'est une photo. Du coup, vous voyez effectivement à l'abord de la haie, on a une culture qui est du coup moins haute. Euh, Ça, voilà, ça diminue effectivement. Donc, on a des effets aussi sur la fertilité des sols. Bon, je vais passer assez rapidement, mais si vous voulez, une partie des radicelles va d'un arbre. Donc, les radicelles, vous les avez là en petit, c'est les plus fines en bas. Elles vont mourir chaque année, comme en fait tombent les feuilles. Et elles vont en fait fertiliser le sous-sol en matière organique issue de la photosynthèse. Et les racines, elles vont puiser en profondeur les nutriments et les éléments minéraux ramenés en surface par la chute des feuilles et des branches. Et en fait, c'est cette couverture forestière qui a existé pendant des milliers d'années qui, elle, a engendré la fertilité du sol, formation d'humus, on le voit en forêt, le complexe argilo-humique. Et en fait, l'agriculture moderne, elle a fait chuter en fait ce taux d'humus dans les sols parce qu'on a exporté beaucoup de production, on a apporté beaucoup d'azote minéral, on a fait des labours de plus en plus profonds, donc on a déstructuré un petit peu les sols, on a eu de l'érosion, il y a eu plus de vie dans nos sols, donc on a une destruction des organismes vivants qui, eux, en fait, créaient la fertilité de ces sols. Euh, hum, voilà un petit peu pour vous faire un petit résumé. Donc, effectivement, l'arbre et la haie vont conduire justement à une fertilité naturelle de vos sols, ce qui fait que vous gagnerez du temps, de l'argent à ne pas amender systématiquement avec des produits de synthèse. Bon, pour le bois de chauffage, effectivement, hein, production de bois de chauffage, c'est des choses qui se voient beaucoup. Par contre, l'idée, c'est de faire des prélèvements, et c'est le cas du label et de faire des prélèvements raisonnés. Justement, on va exploiter, mais du coup, l'arbre après va se régénérer aussi. Voilà, bois de chauffage, bon, je passe hein, parce qu'on est un petit peu en retard. Le bois de chauffage, le bois bûche, le bois déchiqueté. Production de bois d'œuvre, donc le bois d'œuvre, juste le bois d'œuvre, en fait, si vous voulez, ça va être un arbre qui va être formé. Donc, on va former une bille d'environ 3 à 5 mètres, une bille bien droite qui va pas avoir de nœud. Et le bois d'œuvre, c'est quelque chose qui va servir justement à faire des meubles, des planches, etc. Pour vous donner un coût approximatif du bois, sur des essences un peu nobles telles que le noyer, le cornier, l'alisier, le poirier qui sont justement utilisés en bois d'œuvre, on va être à 300 euros du mètre cube. Le chêne est pareil, 300 euros du mètre cube. Voilà, ça donne des idées. Mais c'est des choses qui se perdent un peu, le bois d'œuvre. On a le bois litière. Bon, le bois litière, ça va servir justement dans une exploitation agricole. Bon, là, je ne rentre pas plus non plus dans ça. On reviendra dessus dans les questions si vous voulez spécifiquement. Oui, celle-ci, on peut passer aussi. Et donc après, le dernier, donc on a la production de fruits, bien évidemment. Ce sont des choses que l'on nous demande de plus en plus dans les projets de plantation. On a des fruitiers qui sont adaptés. Nous, chez nous, on a beaucoup de terres rouges, argileuses, qui, elles, sont connues pour tout ce qui va être les châtaigniers. En Gâtine, du coup, je vous parlais tout à l'heure du Marais Poitevin. Ce secteur-là, on a tout ce qui va être les pommiers qui sont très connus. Sur les terres calcaires profondes, on va avoir bien évidemment le noyer, les amandiers, etc. Hop. Alors, on va rentrer maintenant sur le label E. Du coup, le label E, qu'est-ce que c'est? Donc, le label E, c'est un label, comme le végétal local que je vous ai présenté, qui, lui, va encadrer les pratiques de gestion des bocagères. Et d'autre part aussi, ça va encadrer les filières de distribution du bois bocager. Le label, il part d'un constat.
Donc, on est en France, il nous reste environ 750 000 kilomètres de haies. Et il faut savoir que chaque année, 20 000 kilomètres de haies sont arrachés, détruits. Donc ça c'est un facteur qui est plutôt alarmant parce qu'à ce rythme, si on ne fait rien, effectivement, le déclin est progressif. Le label haies s'intéresse, lui, non pas à la replantation de haies, mais à la gestion durable de notre patrimoine arboré. Nous, on va vouloir, en fait, si on s'inscrit dans le label, garantir une qualité de gestion des haies et permettre un ancrage local et durable des filières de bois issues du bocage. De se dire que voilà, on va éviter justement le pillage de bois, comme on peut le voir sur des arbres têtards, des choses comme ça. Se dire que vraiment tout ça sera régi par une filière durable, on connaîtra l'origine. Et donc le label E, il va vraiment reposer sur ça. Il y a deux cahiers de gestion dans le label E, un cahier de gestion, un cahier des charges, pardon, cahier des charges gestion et cahier des charges distribution. Donc, le gestion, ça va être sur l'entretien durable de notre haie et la gestion, ça va être sur l'approvisionnement du bois issu du bocage. Le label haie, c'est un dispositif, enfin un label qui est reconnu par la PAC via le bonus haie. On y reviendra tout à l'heure. Donc, qui lui confère un pouvoir supplémentaire et une reconnaissance supplémentaire. L'objectif du label haie, ça va être justement d'accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de leurs pratiques de gestion des haies. Souvent, on a des dépérissements de haies liés justement à des mauvaises pratiques. Je vais faire un petit zoom notamment sur la haie taillée au carré. Donc la haie taillée au carré, c'est-à-dire qu'on va intervenir avec un lamier au niveau des faces latérales, de part et d'autre de la haie, et on va également venir au niveau sommital pour enlever la tête de l'arbre. Ça, c'est une disparition du coup lente de la haie. Effectivement, on va se retrouver d'abord avec la première conséquence, on va avoir une perte de diversité végétale dans la haie, parce que toutes les essences nobles, type le chêne, etc., vont du coup mourir. On va se retrouver souvent avec des haies uniquement composées de buissons, voire monospécifiques avec du prunelier. Et même lui, le prunelier, à terme, il n'aura plus assez de système foliaire pour pouvoir faire une photosynthèse suffisante. Donc même lui, le tronc va grossir, le système foliaire, lui, sera à chaque fois coupé et diminué. Et donc c'est ça, en fait, ce risque-là qui engendre la diminution et la disparition de la haie. Donc voilà, quand on parle d'améliorer les pratiques de gestion des haies, ça part d'un de ces constats-là aussi, de se dire que voilà, on a des pratiques sur le territoire qui ne sont pas en adéquation avec la gestion durable des haies. L'idée aussi du label haie, c'est de donner une valeur économique à la haie. Souvent, les agriculteurs, ils ont sur certains secteurs assez bocagés un gros linéaire de haies. Et le linéaire de haies, ben pour eux, c'est vrai que ça leur demande du coût d'entretien. Soit ce sont des prestataires qui viennent, soit c'est du temps que l'agriculteur doit réserver pour aller justement entretenir ses haies. Donc, il utilise du gasoil, il utilise voilà du carburant pour aller faire ça. Donc, c'est vrai que la haie ne doit pas être vue comme une contrainte. Et le label haie va permettre justement de lui donner une valeur économique, c'est-à-dire que l'agriculteur va pouvoir être rémunéré pour l'entretien de ses haies via ses bonnes pratiques de gestion et par sa revente de bois. Et justement, il y a un dernier point qui est un peu social aussi, le label E, ça va être vraiment de ne plus travailler à l'échelle de son exploitation et de raisonner plutôt en collectif, de s'associer pour mise en commun de matériel, notamment peut-être avec les CUMA, mise en lumière aussi de pratiques, voilà, se tenir au courant avec son voisin sur les pratiques, etc. Ça fait du lien social par rapport justement à ce support environnemental. Donc, le label E, je vais vous faire un zoom plus précis tout à l'heure, mais pour vous expliquer avec ce schéma, le label E, il se compose de trois niveaux. Le niveau 1, qui va lui être un niveau qui va être avant tout pour protéger la haie. Le niveau 2 qui va lui améliorer la coupe et la sélection, et le niveau 3 qui lui va augmenter la biodiversité et le capital sur pied. Donc on a plusieurs, donc c'est progressif.
On va le voir. C'est pas la diapo d'après, donc je en parlerai après. Je vais vous parler après hein, des modalités par niveau, combien de temps, etc. Mais voilà, un petit peu pour vous expliquer. Le label E, le gestionnaire qui s'engage dans le label E, il va engager toutes les haies de son exploitation dont il a la gestion. Et du coup, donc, il va être régi par des choses qui sont similaires à la PAC, c'est-à-dire que tout arrachage de haies doit être soumis dans le cadre de la BCAE 8 via la PAC. Donc, ce n'est pas une mise sous cloche, hein, mais l'agriculteur est soumis aux mêmes règles que la PAC pour certaines choses, par rapport notamment aux périodes d'entretien de la haie. La PAC, elle stipule que voilà, du 15 mars au 15 août, vous ne devez pas intervenir par rapport à la nidification, etc. Vous ne devez pas intervenir pour entretenir vos haies. Donc ça, c'est les mêmes choses qui sont inscrites dans le cahier des charges. Mais après, le label haie, lui, va vraiment rentrer sur la qualité des coupes que vous allez faire sur vos arbres. Donc c'est la diapo d'après. Voilà, l'objectif premier du label haie, ça va être vraiment d'assurer le renouvellement de la haie au moment de la coupe. Donc là, je vous ai mis des petits schémas où vous allez voir en fait que le label haie, par rapport, donc là, je vous ai mis par rapport à la gestion sylvicole que vous allez faire. Quand vous voulez, par exemple, faire du recépage. Donc le recépage, ça va être le fait de couper sa haie entièrement. Mais l'objectif du recépage, donc ça peut être, c'est pas encore ancré dans les mœurs. C'est vrai qu'on nous, on a souvent des coups de fil à premier quand il y a des agriculteurs qui vont faire du recépage parce que c'est souvent assimilé à une destruction. Alors, si c'est bien fait, non, ce n'est pas une destruction. Ça va permettre notamment la régénération naturelle de la haie. Là, vous voyez un recépage fait au plus près de la souche, donc le schéma validé en bleu, va permettre justement au brin de pouvoir agrandir la souche et donc de se régénérer. La Croix-Rouge vous montre qu'en fait, ça, c'est une mauvaise pratique de gestion parce que vous allez laisser en fait euh, des brins au niveau de la souche et ça ne permet pas justement la reprise en végétation. Ou alors difficilement, ça va pénaliser la reprise de votre arbre. Donc ça fait partie des critères aussi du label et en termes de gestion sylvicole, d'avoir vraiment une connaissance aussi de l'arbre. Donc ça, vous êtes accompagné, hein, c'est pas à vous de connaître ça, mais d'avoir une connaissance du végétal physiologique pour permettre de comprendre comment je vais pouvoir avoir un patrimoine durable sur mon exploitation. Au niveau de l'entretien d'emprise, donc c'est ce que je vous disais, quand les agriculteurs font justement d'entretien d'emprise, donc de l'entretien des haies dans les périodes autorisées par la PAC, l'entretien d'emprise, lui, vous avez, c'est bien schématisé, vous avez le petit tracteur du coup qui vient avec son lamier. Je vais m'intéresser justement uniquement aux pousses de l'année. Vous voyez le schéma, là, l'agriculteur ou le gestionnaire est trop rentré du coup avec son outil, ce qui fait qu'on se retrouve, vous le voyez souvent le long des bords de route avec des bois éclatés. Ça, c'est des choses du coup qui pénalisent la physiologie de votre arbre et donc la bonne pousse. Vraiment, le label E, ça va être sur la qualité des coupes et sur justement où on intervient sur l'arbre. Donc, je vous ai mis après des photos de gestion civicole, de choses qui ne sont pas valides et de choses qui sont valides. Voilà, et voilà, ça c'est typiquement sur votre gauche, cet entretien du sylvicole il n'est pas bon. On voit une souche. Alors ça, on appelle ça du mâchonnage. Quand on a en fait une souche comme ça qui est coupée, mais mal coupée, pas droite. Là, c'est du mâchonnage. Ça ne va pas permettre le marcotage ou la bonne reprise de notre souche. Voilà. Et puis après, il laissait des tiges comme ça. Enfin voilà, là on voit vraiment, c'était un peu une photo un peu choc, mais d'un entretien qui pénalise l'arbre. Par contre, sur les photos de droite, je vous ai mis des bonnes pratiques de gestion. On va avoir pas de mâchonnage et on voit déjà une reprise en végétation. Et on voit effectivement après que la souche peut bien repartir.
La diapo suivante, je vous ai mis justement des photos au niveau de l'entretien d'emprise sur du coup un mauvais entretien d'emprise. Donc, vous voyez là, on va laisser en fait ce qu'on appelle des chicots. Donc, ça, c'est des choses qui ne vont pas. On voit que le bois a été éclaté, c'est-à-dire que l'outil utilisé est trop rentré du coup dans l'arbre. On ne s'est pas intéressé uniquement à la pousse de l'année, mais on est rentré à l'intérieur. Donc, ça, c'est des choses, voilà, des mauvaises vraiment pratiques de gestion. Et après, du coup, je vous ai mis une photo à droite sur les attentes, du coup, en termes de qualité de coupe, utilisées, du coup, sur les pousses de l'année. Alors, vu qu'on est un peu en retard, Anne-Sophie, je te propose de passer la diapo où il y a le schéma avec protéger, enfin, oui, vas-y. Ouais, voilà. Super, merci. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, du coup, au niveau des indicateurs. Pour rentrer dans le label E, du coup, vous avez plusieurs façons de le faire. On va y revenir après. Mais là, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Le label E, il se compose de trois niveaux. Vous avez donc, comme je vous l'ai expliqué, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Pour rentrer dans le label E, il va y avoir une phase de pré-labellisation qui va durer 1 an. Cette phase de pré-labellisation, va permettre justement à quelqu'un qui est certifié pour vous accompagner label E. Donc, vous regarderez sur le site du label E, vous avez en fonction de où vous êtes situé en France, vous avez tous les organismes de certification ou les associations comme Promé qui peuvent vous accompagner. Là, si je parle pour la Nouvelle-Aquitaine, Promé est référencé, le CPIO creusois, je ne sais plus quelle autre structure, mais voilà, vous savez, vous pouvez, grâce au site du label et trouver à qui vous référer pour avoir plus d'informations. On est censé, voilà, et sur chaque département, région, des opérateurs compétents sur le sujet peuvent vous accompagner. Donc, cette phase de pré-labellisation, justement, elle se fait avec une personne qui est labellisée label E, enfin, qui peut vous auditer. Et donc, on vient vous accompagner pour justement voir est-ce que vous pouvez rentrer dans le label parce que c'est pas parce que vous avez décidé de rentrer dans le label que vous pouvez le faire. Peut-être qu'en fait, le pré-audit, la phase de pré-labellisation va permettre de dire que bah, il y a des mauvaises pratiques de gestion et que en l'état actuel des choses, si vous ne vous améliorez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le label. Donc, cette phase de pré-audit, elle est vraiment importante pour se remettre en question sur ces pratiques et du moins se mettre à niveau par rapport au label. Une fois qu'on vous a dit, OK, c'est bon, la pré-labellisation est passée, vous pouvez rentrer dans le label et vous arrivez au niveau 1. Donc, le niveau 1, c'est le premier niveau qui, lui, qui va justement vous permettre de suivre le cahier des charges du label E. Donc, dans les diapos d'après, j'ai mis quelques, justement, attentes du niveau 1. Vous allez voir, c'est pas sorti hein, sur les attentes. Et donc, le niveau 1, comment ça se passe? Vous allez avoir en fait du coup des contrôles. Donc, il y a un organisme certificateur qui s'appelle Certis, qui est dédié uniquement au label E, qui va être sollicité pour venir justement auditer les haies de chez vous. C'est-à-dire que la personne en charge de votre dossier, donc l'organisme qui vous accompagne, va venir sélectionner 3 haies chez vous. En général, on va choisir des interfaces différentes, prériculture, culture ripisylve, je ne sais pas, voilà. S'il y a eu de la gestion sylvicole et sur des îlots de l'exploitation qui vont être différents. Et donc là, on va venir chez vous, on va faire ce pré-audit, on va choisir 3 haies, on va regarder par rapport aux critères du label et si vous rentrez dedans. Et donc, ce n'est qu'au moment du contrôle avec Certis que nous, on sera présent aussi. Et donc là, Certis va vraiment examiner si vous remplissez les critères de niveau 1. Ça va durer pendant 6 ans, où vous allez avoir des audits tous les 2 ans si vous êtes en certification individuelle. Hein, je reviendrai après sur les différentes façons de pouvoir entrer dans le label. Et donc là, vous allez pouvoir en fait vous améliorer petit à petit. On va déjà protéger votre patrimoine arboré, puis après, petit à petit, on va travailler sur la qualité des. Et donc après, vous allez aller au niveau 2 et vous allez devoir justement établir un document qui s'appelle le plan de gestion durable des haies. Donc là, c'est-à-dire que, encore une fois, la personne qui vous accompagne va devoir inventorier
toutes les haies de votre exploitation de façon quantitative et qualitative pour vous donner, en fait, si vous voulez, un ordre d'exploitation de vos haies. Vous allez comme ça avoir, en fonction des haies qui sont mûres, des haies qui sont prêtes pardon, je vais y arriver, qui vont être prêtes à prélever, vous allez pouvoir justement avoir toutes ces informations-là. Et dans ce document qui va vous suivre pendant toute la durée de votre exploitation, vous allez avoir des mises à jour à faire sur un petit peu si vous avez des mouvements de parcelles, vous acquérez de nouvelles parcelles, vous en revendez, etc. Sur je ne sais pas, avec un entretien différent, à croissance lente, etc. Donc ça, c'est ce document, le plan de gestion durable des haies. Quand vous vous engagez dans le label haies, c'est un document qui est obligatoire. C'est un document pour nous, les opérateurs, qui est important de mener. C'est du beaucoup de temps sur votre exploitation où on va vraiment éplucher au peigne fin chaque haie. Pour le niveau 1, vous devez respecter 100% des indicateurs de niveau 1. Pour le niveau 2, vous devez respecter 100% des indicateurs de niveau 2. Et au niveau 3, vous avez une possibilité de ne cocher que 80% des indicateurs de niveau 3. Donc, il y a une petite marge de manœuvre si vous ne respectez pas certains critères qui est autorisé au bout de 10 ans. On peut passer, oui, ça, on va le passer. On va aller sur les coûts de labellisation. Donc, quand vous rentrez vous voulez rentrer dans le label E, vous pouvez y rentrer de deux façons. Vous pouvez y rentrer de façon individuelle. On appelle ça la certification individuelle. C'est-à-dire, vous, de votre propre gré, vous dites, bah, moi, je veux rentrer dans le label E. Je me rapproche d'une structure pour m'accompagner sur les préaudits, etc. Mais par contre, je serai tout seul. Et vous pouvez également le faire par ce qu'on appelle certification par OCG. Donc ça, c'est des organismes du coup qui vont être un collectif de plusieurs agriculteurs. Une CUMA, par exemple, moi, pour donner un exemple de mon OCG, moi je travaille avec Eau-de-Vienne, donc l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui a décidé justement via les PSE, les paiements simples pour les paiements simples, du coup de se dire, ben, nous, on va porter le label E pour tous les agriculteurs. Et donc là, en fait, ça va fortement, vous l'avez sur le tableau, hein, je vous ai fait un petit zoom sur les coûts de contrôle. Le fait d'être dans une OCG va diminuer vos coûts de certification. Donc là, on vous donnera ces informations-là, hein, on ne va pas rentrer là sur ces coûts. Mais en gros, si vous avez possibilité d'aller dans une OCG, en termes de redevances, de coûts, de gestion administrative, pour l'individu, c'est beaucoup moins lourd que si vous passez de façon individuelle. Voilà, plus l'OCG est grande, bien évidemment, plus les coûts sont moindres. Voilà. Donc, là, je vous ai mis, donc pour terminer sur les coûts, comme je vous ai dit tout à l'heure, le label E, il est inscrit dans la PAC via le bonus E. Et via le bonus E, le label E, à l'heure qu'il est, hein, il y a des choses, vous avez peut-être entendu parler de certaines choses auprès du ministère qui changent, mais à l'heure actuelle, le bonus E est valorisé de 7 euros par hectare. Donc, les conditions, par contre, d'éligibilité, c'est d'avoir 6% d'IAE et, donc les IAE, ce sont les infrastructures agroécologiques sur votre exploitation, plus le label E. Donc, c'est-à-dire que le bonus E, quand vous entreprenez une démarche de label E et que vous avez 6% d'infrastructures agroécologiques sur votre exploitation, vous pouvez prétendre justement à cette valorisation-là. Donc, pour vous donner un petit exemple, hein, si vous avez 10% d'IAE par SAU, donc ça vous représente à peu près 80 euros par hectare. Donc voilà, c'est pas négligeable. Pour l'instant, il y a des choses qui sont en train un petit peu de changer. Peut-être que le label enfin le bonus E serait plus valorisé. On entend parler de quelque chose comme 20 euros à l'hectare, ce qui serait beaucoup plus alléchant pour pouvoir gérer durablement les haies. Ça ferait un argument supplémentaire, disons.
Donc, on peut passer sur ça. On va maintenant, pour terminer, je suis désolée, j'ai un peu mangé le temps. Sur les cahiers des charges de gestion par rapport aux indicateurs de niveau 1, pour vous montrer que c'est facile de pouvoir entrer dans le niveau 1, je vous ai fait quelques petites diapos. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut engager toutes les haies de son exploitation et les éléments surfaciques. Donc, quand on entend éléments surfaciques, ça va être les alignements, les bosquets, et donc on a la gestion, bien évidemment. On doit respecter les critères de la PAC, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tailler les arbres entre le 15 mars et le 15 août. C'est la BCA 8, c'est les bonnes pratiques, les bonnes conditions agroécologiques de la PAC, le pilier numéro 8. Et on doit maintenir le linéaire de C sur son exploitation que l'on a déclaré. C'est-à-dire que si on veut faire des déplacements de haies, on doit être soumis à la BCA 8, là encore. Oui, ça, on peut passer. On doit, comme je vous l'ai dit, réaliser un plan de gestion durable des haies par un intervenant qui est agréé par la fac agroforesterie. Là encore, je vous disais, vous pouvez voir ces intervenants sur le site du label haies. Et on doit, dans ce document, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je passe vite, hein, mettre à jour ce document chaque fois. Donc, je vous ai mis un exemple hein, d'un plan de gestion de haies qu'on a réalisé sur notre secteur où on a vraiment un petit peu toutes les informations, le linéaire, enfin, c'est un gros document de gestion. Voilà. Donc, le plan de gestion durable des haies, on va y donner des conseils de gestion qui non contractuels, hein. Il y a un reste à charge pour certains exploitants s'il y a de financements qui ne sont pas arrêtés là-dessus. Par exemple, si vous êtes en certification individuelle, vous aurez des difficultés à trouver un financement pour payer ces documents-là. C'est des documents qui peuvent coûter, je vous donne une grosse fourchette, mais entre 4 000 et 10 000 euros en fonction du linéaire de haies que vous avez sur votre exploitation. Donc, c'est des documents qui sont lourds financièrement. Donc, si vous êtes en certification individuelle, ça va être compliqué de le faire financer. Mais par contre, en certification collective, vous avez possibilité que votre OCG puisse le financer. Donc, c'est pas négligeable non plus. Donc là, on en a parlé, mais il y a un des critères du niveau 1 qui va s'intéresser justement à la coupe. Donc, c'était les photos que je vous montre. Donc, l'indicateur permet de réaliser une coupe assurant une étanchéité après la coupe, sans éclatement, sans mâchonnage de la souche ou de la tête et sans entaille du tronc. C'est les photos que je vous montrais comme tout à l'heure, qui va permettre justement d'avoir des rejets de souche ou des drageons et qui va permettre un renouvellement végétatif. Donc ça, c'est très important pour la pérennité de ça. Ensuite, on va avoir, oui, donc là, je vous ai mis pratique non valide. On l'a vu tout à l'heure, donc on passe vite. Et après, je vous ai mis du coup la pratique valide. Ensuite, donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi. Quand on a des OG, donc des arbres, des CP d'arbres ou d'arbustes, il va falloir réaliser des coupes au plus près du sol. Là, je vous ai mis des photos, effectivement, hein, où on a laissé en fait des, on a laissé des morceaux. Donc ça, c'est des choses qu'on ne doit pas voir sur un entretien parce que ça ne permet pas la régénération. Donc là, voilà, effectivement, c'est l'entretien qui aurait dû être réalisé, encore une fois, pour pouvoir permettre un rejet de la souche. Ensuite, on ne doit pas, dans le niveau 1, réaliser des coupes à blanc de tous les arbres de OG. Sauf, on va avoir, bien évidemment, comme on vous parlait tout à l'heure, la graphiose, on va avoir la calarose, je ne sais pas, des maladies, donc des choses qui sont avérées sur notre haie, notre alignement. Là, effectivement, on va pouvoir réaliser des coupes à blanc. Mais sinon, il faut qu'il y ait une sélection. On ne peut pas se permettre de prélever tous nos arbres de OG en une seule fois. Il faut que ce soit bien régi, tout ça. Sinon, effectivement, on va avoir une perte de notre strate arborée de notre exploitation. Donc, pratique non valide, et je vous ai mis après une pratique valide sur la photo suivante où, non, oui, voilà, pratique valide, c'est-à-dire qu'on va maintenir les arbres têtards, on va laisser les arbres de futaie d'avenir, on va laisser des arbres de futaie
les baliveaux de régénération, voilà, tout ce qui est un peu de tout ce qui est vraiment noble sur notre exploitation, on va le conserver. Et ça, le plan de gestion durable des haies va permettre de le soulever, en fait. Ensuite, on va favoriser la repousse de la haie après exploitation en empêchant l'abrutissement par les animaux domestiques. Donc ça concerne uniquement les éleveurs. Quand vous allez exploiter une haie, quand vous allez par exemple la recéper, il va falloir mettre en défense votre haie par clôture. C'est-à-dire que du coup, si les bovins, les ovins, etc., viennent pâturer du coup les jeunes pousses qui sont en train de se renouveler, là, effectivement, on va affaiblir le renouvellement potentiel de la haie et conduire effectivement à sa disparition. Donc, pratique valide. Et après, du coup, sur la photo d'après, où là, effectivement, on a une mise en défense par clôture suffisante pour pouvoir permettre l'élargissement de la haie avec la bande enherbée associée. Donc après, il y a un critère du niveau 1 qui va permettre de favoriser les repousses de la haie après exploitation en s'interdisant le broyage à 50 centimètres de part et d'autre de la haie, y compris les trouées. C'est-à-dire qu'on va vraiment permettre à ce qu'il y ait une bande enherbée associée. On ne va pas venir broyer forcément la ronce qui s'installe, la ronce qui est le berceau aussi de futures autres essences. On va permettre le renouvellement et l'étalement, l'étoffement de la haie. Voilà, comme sur cette photo. Donc ça concerne notamment les haies taillées au carré. Dans le label haies, maintenant, quand vous rentrez dans le label haies, il va être interdit de tailler des haies en dessous de 1 mètre de haut et 1 mètre de large. Il ne faudra pas tailler non plus les repousses de l'année. Je vais faire un petit zoom notamment sur les haies de ronces. Pour les agriculteurs présents ce matin, les haies de ronces, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur vos déclarations PAC, par orthophoto, toutes les haies de l'exploitation sont donc relevées, mais vos haies de ronces aussi, parce qu'elles correspondent justement à un linéaire de haies. Donc faites attention quand vous voulez enlever justement juste les ronces que ce ne soit pas déclaré dans la PAC. Parce que les haies de ronces, du coup, vont être très importantes pour le renouvellement de la haie. Donc là, c'est très important dans le cadre du label haie de les laisser. Donc, vous voyez sur cette photo, on se retrouve avec un rideau de haies, donc c'est à la gauche, on se retrouve avec un rideau de haies qui ne joue pas du tout tous les rôles que l'on a vus tout à l'heure, hein. Là, on a vraiment c'est vraiment trop diffus. Donc ça, c'est pas une pratique valide. Donc je vous ai mis après une photo d'une pratique non, une pratique valide. Là, on peut avoir une haie taillée au carré, mais effectivement, elle doit être plus haute, enfin à plus de 1 mètre en termes de hauteur et à plus de 1 mètre en termes de large. Hop, on ne doit donc voilà dans le label et niveau 1, pas de désherbage chimique dans les respects de la réglementation, c'est-à-dire qu'on doit être à moins de 1 mètre de l'axe de la haie à plat et pour la haie de talus, du coup jusqu'au pied du talus. Donc là, on voit effectivement un dérive des produits phytosanitaires sur la haie, pratique non valide. Dans le label haie, et le niveau 1, on ne doit pas réaliser de brûlis, donc des rémanents issus de coupe. Vous allez faire du coup entretien au lamier. Vous devez passer le broyeur après pour enlever vos résidus de coupe, mais vous ne pouvez pas les brûler. Vous pouvez les mettre aussi en tas dans la haie, ça c'est possible, mais les brûlis sont interdits. Voilà, ou du broyage comme montré sur cette photo. Soit on peut le mettre dans la haie, soit on peut après effectivement en faire du bois déchiqueté. Et après, donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas prélever plus de 1/10 par an du linéaire total de votre exploitation, de haies de votre exploitation. Donc ça, en fait, vous avez une carte ici qui est issue du plan de gestion durable des haies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a toutes les haies qui sont mentionnées avec le linéaire, etc. Et en fait, cette carte-là, enfin ces cartes, parce qu'il y en a plusieurs dans votre plan de gestion, vont vous permettre justement d'avoir une rotation le plus juste possible en fonction de la maturité de votre haie. Et donc, sur cette rotation-là, votre accompagnateur label haie vous dira effectivement ce critère des 1/10 de par an, vous dira ben, lesquels faire à quel moment.
Voilà, bon, ça c'est du coup des choses que l'on constate beaucoup sur ces prélèvements-là, pas plus de 1/10. On se rend compte qu'il y a énormément d'abus et notamment nous, on a eu des gros pillages d'arbres têtards sur notre secteur. Donc voilà, je voulais mettre cette petite photo. J'ai terminé pour cette présentation. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment débordé. Euh, je, je te laisse la main, Sophie, pour les questions. Oui. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs au début du webinaire. Donc, si vous souhaitez aller dans une labellisation, enfin, obtenir le label E, bon, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de Promet, mais à l'échelle donc, de la Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez également vous rapprocher donc, de Bio Nouvelle-Aquitaine. On accompagne donc, les producteurs à la gestion des haies et aussi des chambres d'agriculture. Et d'ailleurs, avec Promet, on est partenaire sur plusieurs départements. C'était pas ça, Et donc pour les questions, j'ai vu qu'il y en avait déjà une dans le chat. Euh, donc il y avait une question sur la coupe, si c'est une action exceptionnelle ou bien est-ce que c'est envisagé de manière régulière dans la haie. Donc je crois que tu as quand même en partie répondu. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais répondre du coup précisément à cette question. Donc, quand je parlais de votre question, elle porte sur les coupes, l'abattage, on parlait, c'est ça? C'est la question dont vous vouliez, je ne sais pas qui, Vanessa. Oui, sur l'abattage. Oui, effectivement, au niveau de l'abattage, c'est quelque chose donc qui va être toléré. Donc, si vous voulez, vous allez avoir quand vous aurez votre document de planification, votre plan de gestion durable des haies. euh, Vous allez avoir justement au niveau des essences nobles sur votre exploitation, vous allez avoir tout ça qui va être déterminé, tous les arbres isolés, tous les arbres à fort potentiel de bois de revers, etc. Donc ça, vous ne pouvez pas en fait prélever ces arbres-là. Vous ne pouvez le faire uniquement s'il y a une maladie qui est avérée, et c'est ce que je citais tout à l'heure, la graphiose, la calarose. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? N'hésitez pas à prendre la parole hein, si Alors, vous... je vois, nous avons beaucoup de haies mitoyennes. Que faire? Euh, alors, euh, les haies mitoyennes, ça n'existe pas vraiment en fait. Même si on va voir une haie qui va être entre deux parcelles, elle appartient forcément à quelqu'un dans les faits. Euh, mais j'entends ce que vous voulez dire. Ça veut dire que si par exemple l'agriculteur qui est de l'autre côté, il en a la gestion, c'est des pratiques qui se font assez souvent. Là, pour le coup, dans le label E, vous ne serez tenu responsable que de la partie, donc de l'interface que vous entretenez ou que vous enfin, et après, il faudra bien évidemment, si vous voulez l'exploiter, vous mettre en accord avec le propriétaire. Mais les haies mitoyennes, ça n'existe pas vraiment. Il y en a très très peu. Nous, pour avoir fait plein de plans de gestion de haies, on retrouve toujours l'appartenance du coup de la haie au bon propriétaire. Donc vraiment, si c'est le cas pour les mitoyennes, avérées. Moi, je vous conseille de ne pas les mettre du coup dans le label haie parce que vous n'en avez pas la pleine gestion. Par contre, si c'est une haie qui vous appartient et que de l'autre côté, il y a un agriculteur qui entretient, vous le stipulerez à votre organisme, mais par contre, vous serez jugé, enfin contrôlé du moins sur la face que vous entretenez. Oui, bonjour. J'ai une Bonjour. question pour les acteurs de la haie. Enfin moi, je suis de la Fédération des chasseurs des Landes, et on voulait savoir si Prom Haie ou si d'autres organismes sont
bah, on va dire acteurs de la plantation, parce que nous, on plante un peu en tant que fédération des chasseurs, Mm. mais pas à votre échelle, quoi. Et du coup, on voulait savoir s'il y avait d'autres acteurs qui portaient le même message que vous, plus en local, parce que j'ai vu que et vous étiez plutôt en Vienne, plutôt sur le nord. Est-ce que vous avez des personnes qui viennent aussi dans les Landes, dans le 64? Alors ça c'est une bonne question. Effectivement, euh, on envisageait, enfin on attendait d'avoir des demandes comme ça, mais l'idée c'est effectivement qu'il y ait des opérateurs de terrain un petit peu partout pour relayer justement cet accompagnement sur le label et auprès des agriculteurs. Et donc du coup, en tant que référent régional, donc moi et le CPE creusois, enfin premier et le CPE creusois, si vous voulez que l'on vienne intervenir pour vous former, pour pouvoir relayer ce message. C'est des choses que, en tant que référents régionaux, nous, on peut faire. Étant donné que vous êtes sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est des choses, voilà. Et puis, l'objectif, c'est qu'après, vous preniez le relais pour pouvoir justement, après, bah, sensibiliser les différents acteurs, les syndicats de rivière, etc., sur votre secteur. Mais ça, c'est des choses, effectivement, qui sont envisageables. Oui, merci pour la réponse. Mais du coup, oui, on est en cours de formation avec le CPIE de la Creuse. Ouais. Voilà, on voudrait essayer de rentrer dans votre réseau, du coup, mais c'est vrai que je me demandais si, voilà, si vous aviez aussi des moyens, voilà, un peu humains, on va dire, dans les Landes, mais en fait, ce serait plus un réseau qu'on constituerait avec nous, quoi. Voilà. C'est C'est ça, comme ça que ça fonctionnerait ou comment? Après, est-ce que vous rapprochez de la chambre départementale des Landes ou pas du tout? Oui, on va les rencontrer là. Oui. D'accord. Parce que Vous, Bio Nouvelle-Aquitaine, nous, on intervient dans le 47, pas dans le 40 spécifiquement, mais voilà, ça peut être envisagé également avec Promet, bien sûr, et le CPE 23. L'idée vraiment en fait du label E, ça va être de fonctionner en réseau. Euh, Nous, en tant que référents régionaux, notre objectif, c'est, on peut pas aller partout. Effectivement, les moyens humains, on les connaît tous. Il y en a pas, il y en a pas beaucoup. L'idée, c'est de pas d'aller quelque part, de former des gens, de donner le discours à donner, donner les éléments, les chiffres, etc. Et qu'après, vous ayez les compétences pour pouvoir, vous, animer votre territoire, en fait. oui, c'est notre objectif aussi, mais voilà, du coup, oui, on voulait animer pleinement on essaye, mais voilà, faut qu'on Mm. prenne le temps de se former. Et après, c'est vrai que c'est plus sur, voilà, il faudra qu'on constitue un réseau je pense, de gestionnaires et de planteurs aussi, parce que Ouais. ça manque un peu, je pense. Ouais. Ouais. Oui, après, je pense qu'il faut fonctionner, comme je le disais, en OCG. C'est beaucoup plus intéressant. Pour l'agriculteur, il s'y perd moins aussi, parce que tout ce qui va être administratif, contrôle, durée des contrôles, etc., ça, c'est des choses qui sont quand même très lourdes. Si on fonctionne en OCG, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Et puis, ben, du coup, il y aura un animateur de tout ça. Se dire aussi, bah, là, il y a besoin peut-être d'une réunion de sensibilisation parce que on a constaté lors des préaudits que au niveau des coupes, la qualité des coupes, c'est pas bon. Donc, bah, on va refaire une journée de terrain pour justement voir ça ensemble pour bah, améliorer vos pratiques. Il y a tout un rôle aussi de quand on est tout seul, effectivement, bon, c'est plus difficile, mais là d'être en collectif, ça va permettre à vous, opérateurs de terrain, bah, justement, de mettre en lien tous ces gens, de se dire aussi, bah, écoute, tu as des problématiques sur ça ou tu as besoin de tel outil, ben, va voir tel agriculteur de l'OCG qui pourra te les prêter ou il pourra t'expliquer comment il a fait sur son entretien d'un prix, sur son recépage, vers quel cumin il s'est rapproché. Enfin, ça permet voilà une mise en relation de tout hein, au niveau matériel, humain. Et je viens de vérifier, en fait, AgroBio 40 accompagne bien bah, les Landes, enfin les porteurs de projets des Landes, euh, pour les haies aussi. Voilà, donc vous pouvez vous rapprocher d'AgroBio Oui, 40 sans du problème. coup, il faudrait qu'on se rapproche D'accord. Vous avez un contact en particulier ou on les trouve sur Internet? Bah, je peux vous envoyer ça par mail, si ça vous... D'accord, merci. Mais ils doivent être, Anne-Sophie, sur le site, je pense, du label E, hein, tous les opérateurs sont listés. Mm. Et apparemment, le Civam Bio aussi, Vanessa intervient, c'est ça, également?
Enfin, je vois. Oui, d'accord, c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai une autre question. Je vois, alors, contacter en privé. Ça, on a répondu, je pense, cette question dans le sud 40, ouais, d'accord. Mm. Alors, je vois que la labellisation et le suivi coûtent relativement cher et les compensations ont l'air très faibles. On fait l'entretien de façon correcte, me semble-t-il, mais l'exploitation de ces haies ne rapportera certainement pas grand-chose non plus. Alors, en l'état actuel des choses, effectivement, par rapport au bonus et la valorisation financière, elle est faible. Je suis d'accord. La fac agroforesterie n'avait pas demandé une rémunération, cette rémunération, donc de 6 euros, de 7 euros par hectare, c'est ce que je vous disais. Là, actuellement, c'est en train de bouger. Ils annoncent entre 20 et 23 euros. Alors, c'est des informations encore qui ne sont pas du tout officielles. Ils annoncent une grosse valorisation par rapport, du coup, au bonus et ce qui serait très intéressant. Et autre chose dont je ne vous ai pas parlé, parce que là, j'ai juste parlé de l'entrée pour vous, gestionnaire, par rapport à l'entrée et, mais il y a le cahier des charges dont je vous expliquais au début, qui est le cahier des charges pour euh, justement les filières. Donc les filières, elles, permettent de vous acheter du bois issu de vos haies bocagères qui va être beaucoup plus valorisé quand il est dans cette filière que si vous l'achetez par ailleurs. Donc, ça valorise aussi la vente de votre bois issu des. Donc, en plus de ça, vous avez une revalorisation par le bonus et vous avez aussi une revalorisation financière qui est beaucoup plus élevée parce que vous êtes estampillé label E dans la filière de vente. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vois que vous avez votre micro ouvert. Si vous voulez, si pour savoir si ça répond bien à la question. Oui, oui, en partie. Disons qu'on n'a pas de haies sur notre secteur qui fasse vraiment de bois d'œuvre. Bon, le bois de bille, on oublie. Le bois de chauffage, bon, quand c'est des noisetières, il faut Hmm. embrasser un paquet pour arriver à faire une valeur marchande. Quant au bois de broyage, vu le coût du broyeur à l'heure, bon, pour se tirer une remorque de litière, il faut le faire tourner une journée. Donc, je vois un peu mal l'aspect économique de valoriser ça, quoi. Vous êtes sur quel secteur? Haute-Vienne. Donc, D'accord. on les entretient et j'en prends soin aussi. On en plante aussi. Mais voilà, en tirer quelque chose, mis à part cramer du gasoil, c'est bien à peu près tout ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas, l'entretien courant de vouée, vous le faites, quoi qu'il arrive. On le fait, oui. Donc, on fait de l'élagage à la tronçonneuse. On fait avec un lamier aussi pour pas se faire envahir, hein. Donc, Mm. elles ont un intérêt pour mes cultures et pour mon bétail. Euh, et ça, j'en démordrai pas. Maintenant, arriver à tirer une rémunération, quoi que ce soit. Enfin, le bois énergie, ça vaut rien du tout, quoi. On passe plus de carburant que ce que ça rapporte. Alors, je pourrais pas vous donner une réponse fiable là parce que je ne connais pas votre exploitation et je connais pas le potentiel arborique que vous avez sur l'exploitation. Mais donc l'idée, peut-être pour vous, pour l'instant, ce serait plutôt de se renseigner à titre individuel si vous voulez vous engager dans le label et en fonction des coûts de redevance sur le label, de certification, etc. et par rapport au bonus et si vous arrivez à une opération neutre financièrement ou si vous avez justement une valorisation financière à la fin. Je pense qu'il faut faire ces calculs en fonction de la densité de haies sur votre exploitation. Pour l'instant, c'est très difficile de dire quelque chose, mais sans parler d'exploitation, mais juste de gestion courante, vous pourriez, voilà, c'est un calcul à faire pour voir si vous seriez gagnant sur cette opération-là à vous intégrer dans le label E. Effectivement, en prenant compte des coûts de redevance et des coûts de contrôle. Mais c'est des choses qui se calculent. Là, vous dire ça tout de suite, effectivement,
Et ce qui est très difficile aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, sur votre secteur, il n'y a pas de filière de distribution du bois. Euh, je ne pense pas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il y en ait. Donc, je pense que l'idée, voilà, tant qu'il n'y a pas de filière de distribution non plus associée, pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué de se mettre dans ce deuxième cahier des charges, mais du moins peut-être se renseigner sur le premier en gestion courante, voir ce que vous pouvez faire, parce que dans tous les cas, les voies, vous les entretenez. Donc, le temps que vous passez, est-ce qu'il peut être valorisé financièrement? Bah, tant mieux. Ok, mais donc pour ça, faut faire intervenir quelqu'un de toute façon qui fera le premier audit, on va dire. Oui, enfin, sans parler d'audit, l'idée, c'est pas de faire un audit tout de suite, parce que quand vous parlez d'audit, vous êtes déjà engagé dans la démarche. Mais du moins, un rendez-vous de terrain, un rendez-vous technique, de se dire, voilà, sur mon exploitation, je sais pas, j'ai 10 kilomètres de haies, voilà, on fait un tour des parcelles, on voit, du coup, quelle typologie de haies vous avez. Si vous avez que des haies buissonnantes, voilà, enfin, l'idée, c'est déjà de se rendre compte, d'avoir un regard technique sur votre potentiel arboré et voir financièrement aussi, une fois qu'on a mis à plat en fonction du linéaire, moins les coûts de redevance, etc., si vous êtes gagnant. C'est voilà. Nous, on a des agriculteurs en Hauts-de-Vienne qui nous ont contactés pour ça, pour nous demander justement, ils avaient entendu parler du label et ils voulaient qu'on leur présente, ils voulaient savoir du coup à combien ça leur reviendrait ou à combien ça leur coûterait s'ils se mettaient dans ce dispositif-là. Et on leur a fait le calcul. Pour certains, il y avait une valeur économique ajoutée, pour d'autres, rien du tout. Donc, ça nous permet d'avoir, à l'heure actuelle, vu comment le cahier des charges est intégré dans la PAC, d'avoir des données chiffrées. Après, effectivement, si ça évolue, ça, je pense que financièrement, ce sera intéressant. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous, merci à toutes pour votre présence ce matin. Merci beaucoup, Elodie, pour avoir présenté ce webinaire. C'était très intéressant et je crois que tout le monde a appris plein de choses ce matin. Ben, merci à vous. C'était pas chose facile pour moi. C'est la première fois que je fais une intervention sur un webinaire, mais bon, ça va. Ça fait un peu monologue au début. J'espère que ça vous a pas trop, c'était pas trop lourd. Mais merci en tout cas pour vos questions. Et puis à très vite dans le réseau Label E alors. Mm. À très vite, oui. Merci Merci, bonne beaucoup. journée. Au Au revoir, bonne journée. revoir. Merci.